Donc, ma présentation va être donc plutôt générale, mais surtout, n'hésitez pas à m'interrompre au fil de l'eau, de manière à ce que je puisse essayer de répondre de manière spécifique à vos enjeux de manière plus précise. Voilà. Si je me présente rapidement, je suis ingénieur en génie des procédés de formation, mais ça remonte à très longtemps, en 1988, dans une école à Toulouse, en France. Ensuite, j'ai fait une autre école d'ingénieur en pétrole et gaz en 89. Et après, j'ai travaillé pour des ingénieries américaines principalement. Foster Wheeler, c'est une société américaine qui est headquartered dans le New Jersey, à Perryville. Et là, j'ai fait surtout des projets de raffinerie de pétrole un peu partout en Europe, Portugal, France, Angleterre, etc. Ensuite, j'ai fait également comme chef de projet une usine d'aspartame pour une joint venture entre Ajinomoto et NutraSuite. Après, j'ai rejoint une autre société d'engineering américaine qui s'appelle Jacobs Engineering, qui est une très, très grosse société. Ils doivent être 50 000 ingénieurs aujourd'hui. Donc, ils font voilà, de l'engineering complète, EPCM, Engineering Procurement Construction Management. Et là, j'ai occupé différents postes de directeur de grands projets, directeur d'alliance mondiale, business development. Et mon dernier job, ça a été de remonter, de redresser la filiale espagnole qu'on avait à Madrid, qui n'allait pas très bien. Donc, je suis resté 3 ans à Madrid pour ça. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Danone, donc connu pour les yaourts, mais qui fait également des eaux minérales, qui fait de la nutrition infantile, qui fait de la nutrition médicale. Et là, j'étais le patron de l'engineering pour Danone pour le monde, au niveau global. Et ensuite, j'ai rejoint Mondelez. Mondelez International, c'est un très gros groupe agroalimentaire américain que vous connaissez certainement, basé à Chicago. Moi, j'étais basé à Zurich et j'étais le vice-président de l'engineering monde pour Mondelez également, avec à peu près 1,5 milliard de CAPEX à gérer par an et une équipe de 1000 ingénieurs répartis sur les 5 continents. Et puis en 2020, j'en ai eu un peu assez de travailler pour ces grosses multinationales. Donc, j'ai monté ma toute petite société de consulting et depuis, je suis consultant. Et j'accompagne principalement 80% de mes clients sont des startups, euh, principalement dans le domaine agroalimentaire, chimie fine, pharmacie. Et je continue à travailler pour quelques grands groupes, principalement dans le secteur pharmaceutique. Et j'accompagne ces startups depuis le début, en général, depuis le proof of concept en laboratoire, en passant par le démonstrateur, éventuellement un pilote semi-industriel, puis jusqu'à la première ligne industrielle et la première usine. Voilà, tout du long. Je suis également un board member d'un certain nombre de ces startups. Dans quelques cas peu nombreux, je investis également à titre personnel comme business angel pour certaines de ces startups. Mais ça, c'est pas non plus fréquent parce que j'ai des moyens très limités. Et j'avais investi d'ailleurs dans Miami, l'ex-société pour laquelle travaillait Hugo était cofondateur. Voilà, donc on va parler d'industrialisation. Hugo m'a demandé de faire ça en français, donc j'espère que tout le monde est francophone. Sinon, n'hésitez pas, je peux traduire certaines choses en anglais si c'est nécessaire. Tout le monde est francophone. Bon, ok, ça va. Donc, on va parler un peu des enjeux, les défis d'une industrialisation réussie. On va parler de TRL et de Scale-up Factor, qui est souvent parfois complexe à aborder. On va parler de planning un peu typique de ce qu'est une roadmap d'industrialisation, des risques habituellement rencontrés lors de ce développement industriel, les recrutements clés qu'il faudra prendre en compte, les besoins en CAPEX et en OPEX. Alors ça, c'est évidemment très variable selon les technologies que vous mettez en œuvre pour votre industrialisation, mais je donnerai quelques ratios, enfin quelques idées. Et puis, les choses à prendre en compte lorsque vous allez bâtir votre feuille de route industrielle sur le moyen et le long terme, donc à un horizon 5 ans, on va dire. Voilà, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, il y a, il y a des choses que je conseille fortement aux startups que j'accompagne. Avant de commencer toute réflexion sur l'industrialisation, c'est est-ce que ces startups ont déjà une vision très claire de ce qu'elles veulent atteindre? C'est-à-dire, quelle est la vision de la société? Donc, la vision, c'est vraiment quelque chose à long terme. Mm. Ça peut se résumer en une phrase ou deux.
c'est quelque chose de consensuel, mais cette vision, elle doit être formalisée. C'est très important. Par exemple, Umiami, la société qu'avait cofondé Hugo, leur vision, c'était de devenir le leader mondial des filets végétaux, des filets de poulet végétaux. Voilà, ça, c'était leur vision. Alors après, ce n'est pas forcément quelque chose qui est atteignable à très court terme, mais en tout cas, ça donne la direction et le cap à suivre. Une fois que cette vision est formalisée, il faut que vous définissiez vos missions. Les missions vont vous aider à accomplir la vision. Et ça aussi, les missions, il peut y en avoir plusieurs, bien sûr, il peut y en avoir 4, 5, 6. Il faut également les mettre par écrit. Et ça, c'est souvent un exercice, tout ce dont je parle là, qui est à faire sous forme de brainstorming entre les différents cofondateurs ou les leaders de la société. Mais au moins, ça a le mérite déjà de réfléchir ensemble, d'arriver à un consensus qui est quand même important pour éviter tout futur dysfonctionnement entre les cofondateurs, ce qui malheureusement arrive fréquemment dans les startups. Donc, s'aligner sur la vision, s'aligner sur les missions, à partir de là, définir les objectifs qu'on veut atteindre à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ces objectifs doivent évidemment être smart, donc ils doivent être spécifiques, measurable, achievable, realistic and time-related. Donc, sinon, on ne peut pas mesurer l'avancement de ces objectifs-là et on ne peut pas décider si on les a atteints ou pas. Une fois que ça c'est fait, même si vous êtes une petite structure de 3, 4, 5 personnes, c'est parfois intéressant de définir par écrit toujours, de formaliser quels sont les rôles et les responsabilités de chacun des membres de la société, que ce soit des cofondateurs, des leaders que vous avez pu embaucher, des managers. Euh, c'est vrai que c'est embêtant de faire ça. En général, quand on est une startup, surtout quand on est avec 5, 6, 7 personnes, c'est très informel. Les rôles sont un peu partagés, il y a parfois des overlaps. Mais plus vous allez grandir et plus ces overlaps ou ces gaps dans les rôles et responsabilités vont vous pénaliser. Donc voilà, donc faire un RACI, par exemple, définir qui est responsible, accountable, consulted, informed. C'est très classique, mais c'est une approche qui a le mérite de clarifier les choses. Et puis ensuite, une chose auquel vous pouvez également réfléchir, c'est quels sont moi, ce que j'appelle les CBNs, vos compelling business needs. Et ça, c'est des choses qui peuvent se résumer à 3 chiffres, par exemple, ou 4 chiffres, mais qui sont très emblématiques de votre vision et de ce vers quoi vous voulez aller. Et à la limite, ces compelling businesses, il faut les afficher partout parce que c'est votre cap, c'est votre direction à suivre, et puis c'est vos objectifs à long terme. Un exemple de compelling business needs, ça peut être 200, 40, 0. 200 millions de dollars de chiffre d'affaires, 40% de gross margin et 0 accident, c'est-à-dire safety first. Mais après, il y a plein d'autres compelling business needs, évidemment. Mais c'est à vous de les définir et d'y réfléchir aussi. Voilà, donc ça, je pense que c'est un prérequis qui est nécessaire, cette réflexion-là, de manière à asseoir les fondations de votre société, les visions, les missions, les objectifs à moyen, long terme, et surtout vos compelling business needs. Voilà. À partir de là, les enjeux, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Les enjeux d'une industrialisation réussie, c'est quoi? Ça va être d'abord de définir le modèle d'industrialisation que vous pensez être le plus adapté à vos besoins. Alors la question classique, c'est est-ce que j'internalise la production à 100%? Alors il y a plein de bonnes raisons de le faire. Ça peut être parce que vous avez beaucoup d'IP, vous voulez protéger ce savoir-faire, parce que vous avez breveté de la techno et que vous ne voulez pas que ça soit copié en le faisant fabriquer ailleurs, etc. Donc là, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui font de la robotique. Bon, j'imagine que c'est facilement sous-traitable de faire fabriquer des robots chez un co-manufactureur, parce que derrière vous, il y a certainement une solution de software ou d'intelligence artificielle que vous avez développée autour de ça, dont vous allez rester l'exclusif propriétaire et qui est a priori pas copiable. Donc, ceci dit, voilà, est-ce que je sous-traite toute ou partie de ma production? Alors, l'avantage de la sous-traitance de la production, c'est que vous n'investissez pas vous-même du CAPEX, donc vous réduisez les besoins en CAPEX, et donc, quand vous allez faire de fundraising, ce sera plus facile,
parce que souvent les investisseurs, les VCs, ils n'aiment pas trop investir pour du CAPEX. Ils préfèrent investir pour de la top line ou pour des recrutements clés. Donc ça, c'est un des avantages. L'inconvénient de l'externalisation de votre production, c'est qu'évidemment, ça va vous coûter plus cher et ça va donc réduire votre gross margin et donc votre EBITDA. Et puis, vous n'avez pas la maîtrise totale du processus. C'est si votre co-manufactureur, il a un problème euh, d'approvisionnement, il a un problème de logistique ou il a un problème de, je sais pas, de strike, whatever, vous allez subir les conséquences de ça. Donc, ça, c'est des premières questions à se poser. Et ça, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite parce que ça dépend vraiment de votre produit, de votre technologie. Ceci dit, que vous externalisiez ou pas, il y aura un enjeu important de l'industrialisation, c'est le scale-up. Vous avez, par exemple, développé une techno au niveau laboratoire. Peut-être que vous avez déjà un petit pilot qui fonctionne, un prototype. Après, l'enjeu, c'est de dire, ben moi, maintenant, si je veux produire non pas 3 robots par an, mais je veux en produire 50 ou 100, euh, ou je veux que mon robot, ben, il ait une vitesse de travail beaucoup plus élevée, ou un rendement meilleur. Enfin, on peut tout envisager. Donc, le scale-up factor, c'est ça qui va être important aussi pour vous. Je vais vous donner après quelques ordres de grandeur de scale-up factor, mais qui sont surtout dans l'industrie agroalimentaire. Les enjeux de l'industrialisation de toutes ces étapes-là, ça va être aussi de faire les derniers débugages de votre technologie. En final, ça va être quoi? Ça va être capable de délivrer et satisfaire vos attentes clients. Et ça, il faut évidemment les connaître par cœur, mais j'imagine que c'est le cas. Euh, Produire les volumes nécessaires en fonction de votre top line. Et ça peut être un gros défi parce que il y a une inertie importante entre le moment où vous décidez, par exemple, de faire un atelier d'assemblage de robots chez vous. Au moment où vous prenez la décision, au moment où cet atelier il va tourner avec une bonne efficacité et un bon rendement, il peut se passer 8, 10, 12 mois, 14 mois. Et donc, ça veut dire qu'il faut anticiper le plus possible sur la construction de cet atelier si vous voulez pouvoir satisfaire vos commandes et vos demandes clients. Il faut livrer à temps. Donc, on-time delivery, c'est évidemment hyper critique. Alors là, bon, c'est surtout l'agroalimentaire où, quand on est listé dans du retail, il faut livrer tel jour à telle heure. Si ce n'est pas le cas, vous êtes délisté. Et donc, les enjeux sont absolument énormes en termes de logistique en particulier, de supply chain. Euh, les autres enjeux liés à l'industrialisation, c'est la maîtrise de vos COGS, donc vos cost of goods sold, parce que ça, c'est clé pour votre marge brute et donc pour générer de l'EBITDA. Ça, c'est sur les enjeux. Les défis, ben, ils sont très nombreux. Et encore une fois, ils sont très spécifiques à chacune de vos sociétés, chacun de vos projets. Mais en général, l'industrialisation, c'est du temps long. Ça prend des mois, voire des années. Et donc, l'anticipation est clé. L'autre défi qui est lié à ça, j'en ai un peu parlé, c'est que ça peut être CAPEX intensive. Donc, ça veut dire levée de fonds, parfois importante, série A, série B. Il y a un savoir-faire en interne que vous devez maîtriser, qui est tout ce qui est le management de projets industriels. C'est pas forcément simple, c'est un vrai métier de manager un projet industriel. Ça exige une vraie expérience et c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, c'est uniquement learning by doing. Donc, il faut avoir fait des projets, il faut avoir raté des projets pour apprendre et avoir les lessons learned de tout ça. Et puis, il y a un savoir-faire. Dès que vous allez attaquer la production à une certaine échelle, il y a un savoir-faire autour de gérer cette production et de gérer cet aspect industriel de votre projet. Et là, on n'est plus au labo et on n'est pas non plus avec une population d'ingénieurs. C'est souvent des blue collars, donc c'est des opérateurs. C'est pas du tout le même type de personnes à gérer. C'est pas le même type de management qu'avec des ingénieurs ou des leaders. Et donc, ça exige voilà, un certain savoir-faire. Euh, tout ce qui est training est super important également. Et puis, l'organisation d'un atelier de production ou d'assemblage, il y a des règles à suivre euh, qui sont très orientées lean, donc lean management.
qui sont orientés Six Sigma, par exemple. Et tout ça fait que vous allez avoir un atelier qui va être très efficient et qui va produire à moindre coût. Puisque, encore une fois, la productivité, il faut y penser dès le départ. C'est pas y penser dans 5 ans. Parce que la productivité, ça se pense dès la conception de votre atelier de production. Euh, D'autres défis que vous allez rencontrer, c'est le supply chain. Mais quand je parle supply chain, c'est end-to-end, c'est-à-dire depuis le sourcing de vos matières premières ou de vos pièces jusque le produit délivré chez le client ou en fonctionnement chez votre client, que vous vendiez ou louiez votre produit ou votre robot. Et ça, en particulier depuis 2020, depuis le Covid, il y a énormément de problèmes de sourcing de matières premières, que ce soit sur tout ce qui est acier, etc. Et surtout, surtout, sur tout ce qui est chips, enfin les circuits imprimés, tout ce qui est électronique. Il y a énormément les délais d'approvisionnement se sont beaucoup, beaucoup allongés. Et enfin, il y a le last mile logistic, où là, vous savez, bon, le champion du monde, c'est Amazon. Moi, j'ai été à Seattle, à leur headquarters. C'est impressionnant le savoir-faire qu'ils ont accumulé. C'est les champions du monde de ça. Et ça aussi, il faut le prendre en compte pour vous. Voilà. Même si vous allez le sous-traiter, probablement, ça, vous n'allez pas le faire vous en interne. Et enfin, l'autre défi, c'est de choisir la meilleure approche dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que je fais tout en interne? Est-ce que je fais une partie en externe, une partie en interne? Par exemple, vous pouvez très bien envisager de sous-traiter euh, la construction de petits modules chez des fabricants et vous allez vous occuper de l'assemblage final et du contrôle qualité final et vous assurer que votre robot, par exemple, il va bien fonctionner. Ça peut être une approche. Là, il y a peu de risques en termes d'IP. Ça va vous coûter un peu plus cher en termes de COGS, évidemment, parce que vous allez payer votre sous-traitant et lui prend sa grosse margine aussi, mais ça offre de la flexibilité et moins de CAPEX. Alors ensuite, il y a le scale-up. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein. Ou alors on fera les questions à la fin si vous préférez, mais Ouais, l'idée c'est que ce soit interactif. Ainsi, il y a des sujets qui vous évoquent quelque chose, des enjeux que vous avez en cours qui correspondent à ce dont Laurent parle. N'hésitez pas à le couper et poser des questions. Vous pouvez aussi Oui, lever la main. ben, j'ai une petite question pour toi, Laurent. Tu parles dans le fond, des investisseurs par rapport au CAPEX, OPEX. Est-ce que c'est pas le type d'investisseur, dans le fond, exemple, le VC va être plus orienté, ben, en fait, moins, va être moins tenté à investir dans une compagnie qui a beaucoup de CAPEX versus peut-être un investisseur long terme que lui, ça lui fait une certaine sécurité à l'inverse? tout à fait. Mais en fait, alors moi je connais pas les VCs au Canada et au Québec, hein. Mais en France, on retrouve ces deux profils d'investisseurs. Cet après-midi, j'étais en réunion avec un fonds d'investissement qui s'appelle Axeléo Capital. Et eux, ils viennent de faire une levée pour un nouveau fonds qui s'appelle Green Tech Energy. Et eux, là, ils ont levé 125 millions d'euros et leur objectif, c'est de finaliser en juin 200 millions d'euros pour justement financer des séries A de sociétés qui s'industrialisent avec du CAPEX. Mais ça, c'est parce que c'est leur objectif. Et ils savent qu'ils investissent sur 5, 6, 7 ans, mais c'est ce qui les intéresse. On a aussi SPI, par exemple, en France, qui est une filiale de la BPI, qui, eux, ont un énorme budget de plus d'1 milliard d'euros, spécialisé également dans les phases d'industrialisation, série A, série B. Et à Mm. côté de ça, on a d'autres VCs qui vont, eux, s'intéresser plus à la phase amont, qui vont faire du pre-seed ou du seed funding, mais qui jamais, jamais seront prêts à investir dans du CAPEX. Ce n'est pas du tout leur objectif. Donc, effectivement, on trouve tous les types de VCs possibles et imaginables. En tout cas, en Europe, j'imagine que Québec et Canada, c'est la même chose. Aux US, effectivement, et au Canada, c'est la même chose, mais de manière générale, c'est vrai que les VC sont de plus en plus frileux à investir sur du CAPEX quand il y a l'option d'externaliser en partie la production, au moins pour les étapes de validation jusqu'à un certain volume. Je pense que ouais, c'est 1% des VC qui sont capables d'investir dans l'industrie, et quand tu dois présenter un projet d'industrialisation, il faut présenter les bonnes raisons pour le faire derrière. Donc, il faut qu'il y ait quand même des gros sujets d'IP ou qu'aucun sous-traitant sur le marché ne soit capable de faire ça, qu'il y ait quand même les validations de marché qui soient déjà bien probantes, parce que sinon, on n'acceptera pas de faire financer le projet grosse échelle. Donc, oui,
Assez dur de faire financer de l'industrie, mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Loin de là. Ah non, c'est pas du tout impossible, hein. Et comme je l'ai dit, il y a des fonds qui sont spécialisés que là-dedans, dans des séries A de quelques millions pour de l'industrialisation. Mais effectivement, tu as raison, Hugo. À côté de ça, il faut arriver avec des proofs, en particulier que la top line va fonctionner. Et ça veut dire avoir déjà vendu quelques unités, ça veut dire avoir des letters of intent qui sont pour des commandes qui sont très solides, éventuellement des pre-orders, des choses comme ça, parce qu'ils vont s'assurer quand même que, voilà, que le marché est là, que le produit vaut le coup et qu'il y a un vrai potentiel de développement de la top line. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Ok. Tu me précisais, Laurent, que tu enverrais un petit compte-rendu aux participants en fin de présentation, c'est ça? Oui, oui, j'enverrai, ouais, ben, je te les enverrai, puis tu feras suivre, mais Ouais. ouais, il y aura un peu ces notes-là que j'ai préparées, que je vous enverrai, et ensuite il y a un document un peu plus synthétique, un peu mieux tourné, on va dire, plus joli, je vous enverrai les deux choses. Très bien, merci. Mm. Donc le TRL, donc ça, le Technology Readiness Level, je suppose que vous êtes tous familiers avec ça. C'est une approche assez classique, il y a beaucoup d'investisseurs qui le demandent, bien évidemment. Donc, il faut le préparer consciencieusement. Typiquement, quand vous êtes au stade du labo, de proof of concept, vous êtes à un TRL de 5, ouais, en gros. Euh, Ça veut dire que votre maturité technologique, elle n'est pas là du tout pour l'instant. D'où l'intérêt d'avoir ensuite un démonstrateur. euh, et un démonstrateur, vous avez un facteur de scale-up en général qui, du labo au démonstrateur, vous avez un facteur de scale-up qui est genre x10. Voilà. Mais encore une fois, ça peut être plus gros, hein, ça peut être du x30. Mais il y a pas de règle. Dans l'agroalimentaire, ça peut même être du x50. Mais dans votre industrie, je ne peux pas répondre à la question. Mais en tout cas, voilà. Vous passez du labo au démonstrateur. L'objectif, c'est d'avoir un scale-up factor qui soit environ de 8 à 10 minimum. Et là, vous passez donc à un TRL qui peut monter à 6. Ensuite, vous avez le pilote semi-industriel. Alors là, le pilote semi-industriel, vous avez encore un scale-up factor de 10 qui se rajoute. Et là, vous arrivez à un TRL qui est 7. 7, éventuellement 8. Et ensuite, vous avez votre ligne industrielle. Alors là, c'est la petite usine, votre premier atelier d'assemblage. Là, vous avez encore un facteur de 10. Et là, vous atteignez un TRL qui est souhaité par les investisseurs et en même temps pour vous-même, qui est de 8 ou 9. Donc 8 ou 9, ça veut dire que c'est éprouvé, que la technologie fonctionne, il n'y a plus de bugs. Le process de fabrication ou d'assemblage, il est reproductible, il est répétitif et il est fiable. Voilà. Donc, en gros, si vous passez du labo démonstrateur x10, démonstrateur pilote encore x10, pilote ligne industrielle x10, vous pouvez faire un x1000. Euh, mais c'est l'ordre de grandeur. Encore une fois, je ne veux pas généraliser. Ça peut être même au-dessus de 1000 ou ça peut être en dessous. Mais en fait, tout ça, ça va dépendre énormément de vos opérations unitaires de fabrication de votre produit. Si ce sont des technologies qui sont déjà très connues, où il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire vous n'avez pas déposé de brevet particulier, ce n'est pas une technologie breakthrough, ce n'est pas une technologie first of a kind, bah, à la limite, votre TRL peut être déjà élevé dès le départ. Et puis là, ben, votre externalisation de la production sera d'autant plus facile. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Voilà. Et moi, les startups avec lesquelles je travaille, souvent, elles déposent des brevets. C'est des technologies vraiment très particulières, uniques au monde, et ben, qui exigent de prendre beaucoup de précautions sur le scale-up. Après, il y a encore toutes les notions d'opération unitaire, de processus de fabrication qui est soit en continu, ce qui est en général idéal, soit en batch. Ce qui est souvent le cas en agroalimentaire, surtout quand on a de la fermentation, des bioréacteurs, des choses comme ça. Là, le batch, c'est donc un procédé de fabrication séquentiel. Ça suppose de faire des chronogrammes de fabrication beaucoup plus complexes versus un procédé qui tourne en continu sans arrêt. Donc ça, c'est la partie scale-up. À moins qu'il y ait des questions, on va passer à la phase suivante qui est un peu le développement du planning, de votre roadmap.
Ouais, juste, je reviens juste sur ce que tu disais, Laurent, là, sur le scale-up, là, quand tu parlais des startups avec lesquelles tu travailles déjà, qui, du coup, bah, j'imagine, qui internalisent beaucoup. Tu parlais surtout de la protection par rapport à la connaissance qu'ils développent, au fait de déposer des brevets pour pas se faire voler de la connaissance, ou c'est sur autre chose? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Ça peut être aussi ce qu'on appelle des enveloppes solo en France. Ouais. Donc là, tu marques une antériorité, ce qui Il y a, permet, il y a- voilà, il y a des équivalences au Québec. il n'y a pas d'équivalence? Il y a des équivalences au Ah, Québec qui permettent de prouver une antériorité de connaissance de technologie. hmm. Mais le brevet, hein, c'est toujours à double tranchant. C'est que à partir du moment où il est public, et c'est public évidemment que c'est publié, bah, il faut en dire le minimum sans en dire trop pour éviter que derrière on puisse reproduire ou aller recréer cette techno. Donc c'est pour ça qu'il y a des cabinets spécialisés dans les rédactions de brevets, parce que c'est un vrai métier de faire ça. Euh, Mais il y a toujours ce risque-là. Il y a des sociétés qui décident de ne pas breveter pour cette raison, c'est-à-dire qu'elles gardent tout entièrement secret. Et là, évidemment, elles internalisent complètement la production de leurs produits pour éviter tout risque de copie. Et sur ce point-là, des brevets, là, entre un brevet et un brevet d'application, enfin, est-ce qu'il y a il y a un chemin meilleur que l'autre, je veux dire, par rapport à ça, justement, pour éviter bah, de rendre trop public certaines informations? Bah, je Ça sais pas, dépend Hugo, vraiment du contexte. Hugo, si tu veux prendre l'exemple du Miami, mais Je je pense crois que que ça dépend vraiment de la stratégie de la société, d'à quel point l'IP peut être fractionné. Souvent, ce qui est recommandé, bon, alors tout dépend de ce qu'on veut annoncer aussi. On peut mettre des données publiques, on peut publier un brevet, mais il faut savoir que les concurrents auront l'opportunité de voir quand même une partie du procédé qui, généralement, tu ne voulais pas forcément afficher. Ça t'oblige à afficher ces informations-là. Par contre, bah, si ton brevet est bien déposé, tu es normalement protégé pour une durée de 20 ans. Mais par contre, il faut qu'on soit capable quand même d'identifier des signatures spécifiques à ton produit. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un veut contre-typer ton procédé, ton produit, on doit être capable d'identifier une marque qui montre qu'il a utilisé ton procédé pour pouvoir le développer et qu'il a copié certaines de tes actions. Après, là, on parle d'un point de vue produit. Si on parle d'un point de vue équipement, c'est pareil, il y a toutes les questions de dépôt des designs ou des spécificités d'assemblage. Là, en l'occurrence, sur des équipements, ça va être plus compliqué de pouvoir les copier parce qu'il y a des dessins justement qui sont clairement identifiables. Et donc, si tu attaques un de tes concurrents pour contrefaçon sur un produit, on va clairement voir qu'il y a des similitudes entre ton produit et le dessin industriel que tu as déposé. Donc, plus de facilité par rapport à ça. Et après, souvent, ce qui est conseillé, c'est effectivement donc de déposer ton brevet sur une partie clé de ton process, mais de garder ton savoir-faire associé spécifique sur une grande partie de ton process. Donc, oui, ce qui va être applicable dans ton brevet, ce que tu vas mettre en avant va fonctionner, ça va donner des résultats, mais absolument pas les meilleurs résultats que tu puisses obtenir, pas les plus probants. Et quand tu vas, toi, dans ton process, tu vas garder 4, 5, 6 points spécifiques de ton savoir-faire qui vont donner ta touche, ton point spécifique. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans la salle, Bryce. Ouais, ben en fait, c'est pas une question, c'est plus un commentaire, là. Je trouvais ça intéressant parce que, premièrement, tu sais, j'ai quand même 4-5 brevets à mon nom avec différents produits et entreprises, là. Puis justement, c'est sûr que la capacité de protéger, c'est une chose, mais c'est un bon dissuasif si on est capable d'identifier la composante qui fait que notre produit est unique. J'utilise souvent l'exemple là, quand je discute de ça avec d'autres entrepreneurs, là, c'est que si on regarde le secteur automobile, une des choses qui est brevetée le plus, c'est le profil du miroir. C'est parce que c'est un point ou le profil de la lumière. C'est des points qui sont très identifiants de la voiture. C'est ce qui donne l'identité de la marque. C'est ça qui est important à protéger. Mais c'est pas tu sais, le moteur de combustion ou autre chose comme ça généralement. Fait que c'est important de pouvoir identifier un peu c'est qu'est-ce qui fait notre sauce secrète, puis de le protéger sans nécessairement s'embarquer dans quelque chose qui est surcomplexifié ou autre, parce qu'après ça, c'est justement comme Laurent disait, c'est assez facile de donner notre recette, puis genre, une fois que c'est public, c'est public. Donc, souvent, c'est juste la changer un petit peu, ça fait que c'est beaucoup plus dur à défendre. Donc, c'est important de bien comprendre, de faire attention. C'est aussi, c'est quoi la valeur à l'inverse, c'est comment on fait pour valoriser l'API.
les investisseurs ils veulent qu'il y ait du pays, mais tu sais, ça vaut quoi? Puis aussi, quand on parle de propriété intellectuelle, ça peut être du brevet, mais ça peut être aussi du contrat. Ça peut être un processus d'affaires qui est protégeable. Ça peut être très intéressant aussi, là. Donc, tu sais, n'oubliez pas que le contractuel tombe aussi dans tout ce qui est valeur, propriété intellectuelle. Puis, tu sais, si vous avez une exclusivité de marché, des choses comme ça, c'est toutes des choses qui sont monnayables. Je pense que ça a plus de valeur et de pesanteur dans votre analyse financière que d'avoir un brevet sur un design de quelque chose ou quoi de même. Et C'est je, mon- je me permets aussi de préciser, effectivement, l'IP est un aspect essentiel à considérer sur son process d'industrialisation, mais on organisera aussi un atelier justement sur définir sa stratégie IP et protéger ses innovations le 12 mars. Pour ceux qui ont des questions sur ce sujet, comme ça on peut rester aussi focalisé sur l'engineering, le process avec Laurent. Super. Il y avait peut-être une question quand même. OK. Il y a Oui, d'autres questions? ouais, j'ai une question sur le scale-up, en fait, puis le prix unitaire. Je suis curieux d'avoir tu sais, ton expérience, puisque tu as vu dans autant la grande entreprise que la petite entreprise start-up. Nous, on fabrique à l'interne aujourd'hui à 100%. On a un plan de réduction de COGS avec l'externalisation pour des activités qui ne sont pas clés. Euh, euh, mais j'entrevois que le path, un coût unitaire réduit, ne sera pas linéaire pour différentes bonnes raisons. Donc, je suis curieux d'avoir ton input là-dessus. Bah, en général, moi, les startups avec lesquelles je travaille, jusqu'au stade du pilote, elles ont des marges brutes négatives. Je prends quelques exemples dans l'agroalimentaire de startups qui ont un pilote qui est capable de fabriquer, donc c'est semi-industriel, un atelier. Cet atelier, il est capable de produire 80 à 100 tonnes par an. Ça paraît beaucoup, hein, mais on parle de produits agroalimentaires, donc c'est pas si énorme, c'est très petit en fait. Mais sur ces 80 ou 100 tonnes, ils vont avoir une marge négative de -5, ou parfois ça peut aller jusqu'à -10 euros. Ce qui fait que l'OPEX, il est très négatif. Mais c'est pas grave. C'est parce que si on le sait à l'avance, c'est provisionné, ça fait partie du business plan, et c'est un passage indispensable avant de pouvoir dérisquer la technologie et de passer à la ligne industrielle. Et effectivement, quand on passe du pilote à la ligne industrielle, alors là, la ligne industrielle, on peut arriver très rapidement dès le démarrage à une marge brute de 30 à 40%. Sur l'agroalimentaire, hein, je parle. Hein. Sur des choses un peu plus software, des SaaS et tout ça, la marge, elle est beaucoup plus importante. Ou en pharmacie, elle est beaucoup plus importante. Mais souvent, avant d'arriver au stade industriel, que ce soit avec 100% ou pas 100% d'internalisation, hein, mais tant qu'on n'est pas à ce stade-là, c'est des grosses margines négatives. Après, vous, dans votre cas, Philippe, vous êtes déjà en train de commercialiser des modules à une échelle assez intéressante et vous êtes en train d'étudier la possibilité de multiplier votre productivité, hein, c'est ça en ce moment. Oui, et de réduire les coûts avec des activités tu sais, de production. On veut sortir de notre usine et qu'on sait qu'ils sont réplicables et facilement externalisables. Et que nous, on n'a pas de valeur ajoutée à se positionner là-dessus sur du volume. Mais pour l'instant, mais vous êtes déjà à une grosse margine positive ou pas? Euh, oui, OK. on est neutre aujourd'hui sur Break le. even. OK. OK. Moi, Bah, pour Ok. passer du break-even à une grosse margine de 30 ou 40%, évidemment qu'il y a de la productivité à faire. Et cette Mm. productivité, elle est multifacette. Il faut s'attaquer à tous les aspects de la supply chain. Donc, ça va du sourcing de vos matières premières ou de vos pièces. Je ne sais pas exactement ce dont vous avez besoin, mais tout le Mm. sourcing amont. Et là, ben, c'est identifier des fournisseurs, négocier avec eux des contrats peut-être un peu plus contraignants sur la durée, mais avec des prix bien meilleurs. Faire beaucoup de value engineering sur tout votre processus, et y compris avec vos fournisseurs clés. Moi, Mm. je me souviens, chez Danone, on faisait du value engineering. On avait choisi nos 5 OEMs, enfin fabricants d'équipements clés, dont Bosch par exemple. Et avec eux, on avait travaillé open book.
et OpenBook, et on a décomposé leurs COGS à eux, et on a trouvé des moyens de réduire leur prix. Alors, en échange, évidemment, il y a eu un engagement de Danone de leur commander X volume de pièces ou de machines sur un cycle de 5 ans. Mais on a été très gagnant à faire ça. Ensuite, il y a le value engineering sur toutes tes opérations unitaires de ton propre atelier à toi, de ton usine. Et puis après, il y a toute la partie dont je parlais tout à l'heure, qui est l'organisationnel. Appliquer des techniques de lean management, avoir une organisation le plus flat possible, faire beaucoup d'animation shop floor, faire beaucoup de management visuel. Tout ça, ce sont des approches du Lean Six Sigma. Tout ça, ce sont des méthodologies qui permettent d'améliorer très sensiblement la productivité. Et petite question complémentaire, Laurent, parce que là, tu évoquais Danone, négociation avec Bosch. Je sais que tu as l'habitude aussi de traiter avec des startups où le rapport de force est complètement différent. Quel levier justement de négociation tu peux utiliser aussi? Comment tu réduis les risques quand tu travailles avec un Coman pour justement arriver à diminuer tes coûts, à faire en sorte d'avoir tes garanties de volume? C'est un peu compliqué. Pour être honnête, c'est clair. Enfin, entre le poids d'un Danone et le poids d'une startup, c'est souvent complexe. En fait, ce qui peut intéresser, il faut que le OEM il croit vraiment il croit en cette startup, il croit en son développement futur, il croit en son potentiel. Une startup qui a réussi à faire une belle levée de fonds, elle est quand même plus crédible. Et le OEM, il fait un pari. Il est prêt à faire un bet avec le startup sur le futur parce qu'il sait que derrière, par contre, en échange de quoi, il faudra peut-être négocier une exclusivité avec lui. Mais au moins, s'il a cette exclusivité, il se dit, ça va fonctionner. Et moi, dans 2 ans, je vais vendre X volume, ou dans 3 ans, je vais vendre X volume. Et puis, je vais être le premier. C'est une technologie un peu innovante. Je vais pouvoir en parler autour de moi sans dévoiler des choses secrètes. Mais voilà, il y a aussi une espèce de fierté à être le premier sur le marché sur une nouvelle techno, etc., etc. Donc, c'est un peu une vitrine pour eux aussi. Donc, il peut y avoir plein de raisons. Mais c'est certainement pas sur les volumes, hein, parce que Danone, évidemment, on jouait sur des dizaines de millions d'euros de commandes qu'on était prêt à passer dans les 12 prochains mois, hein. Et est-ce que tu as des points d'attention particulières sur les contrats, justement, des points clés de négociation et de discussion avec ces co-manufactureurs? Il faut travailler open book, c'est le seul moyen. Alors, certains sont pas forcément prêts à le faire. Il y a aussi, en fait, un co-manufactureur, s'il a déjà des technologies enfin, s'il a déjà des équipements et des lignes qui permettent de fabriquer votre produit, à la limite, il va rajouter de la capacité de production sur ses lignes existantes. Par exemple, supposons que le taux d'utilisation de sa ligne était de 50-60%, ce qui est souvent le cas, hein. Grâce au volume qu'il va faire pour vous, il va monter son utilization rate et du coup, il va augmenter sa propre productivité. Donc, ça peut avoir un intérêt pour lui. Par contre, s'il est obligé d'investir dans de nouvelles machines pour vous vendre vos produits, à vous, là, certainement qu'il va vous demander de participer au CAPEX. Donc, c'est pour ça que quand on dit externaliser, c'est moins de CAPEX, c'est pas automatique. Pas du tout automatique d'ailleurs. Parce qu'un co-manufactureur, il va vous dire, moi, je veux bien faire votre produit, mais vous vous engagez sur des volumes, vous vous engagez sur une certaine durée, on s'engage sur une évolution des prix, etc. Mais par contre, moi, les 8 millions de dollars de CAPEX, je ne vais pas les mettre, pas tout seul. Donc, je veux bien mettre 4, vous mettez aussi 4. Et vous vous engagez sur une durée, sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Il n'y a rien de gratuit de toute façon, hein. Donc, et à partir de là, il faut trouver le bon deal. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à mettre un peu de CAPEX ou pas du tout? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager sur X années? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier du coup votre COGS aussi parce que vous allez payer la grosse margine du co-manufactureur? Donc, c'est un juste équilibre à trouver. Mais ce n'est pas des négociations très simples. Très clair, merci. Voilà, on va attaquer la partie un peu plus, alors, un planning, disons la roadmap d'industrialisation, combien de temps ça dure, etc. Alors là, je vais vous donner aussi des durées qui sont voilà, générales. Et encore une fois, il faut étudier ça après au cas par cas. Mais ce que je disais tout à l'heure, entre le moment où vous prenez la décision, vous avez le green light, vous avez l'argent, etc. Et vous dites, voilà, moi, je vais monter mon propre atelier de production ou d'assemblage.
Et le moment où cet atelier il va être opérationnel avec une efficience de 80%, on reviendra là-dessus, le Global Efficiency, eh ben, il se passe minimum, je suis en train de calculer 2 plus 1, 3, 9 et un 10, il se passe minimum un an quand on est très très bon, mais ça peut monter jusqu'à 19, 22, ça peut monter jusqu'à 30 mois, 2 ans et demi. Et on va voir pourquoi. Donc déjà, quand vous allez vouloir investir dans un atelier de production, il va falloir déjà évidemment trouver une engineering company qui va vous aider parce que vous n'êtes pas, c'est pas votre travail de faire ça. Et puis choisir des équipementiers, des fournisseurs de machines, des OEMs, ce que j'appelle, voilà, qui soient fiables et pour lesquels vous avez déjà un peu testé leur technologie au stade du labo ou du pilote. Là, vous faites un avant-projet sommaire, on appelle ça en français, je ne sais pas comment on dit en anglais. Front-end Engineering Design. Ça prend 2 mois, 2 mois. Et là, l'ingénierie, elle va vous faire une pré-étude basée sur vos besoins. Donc, ça suppose que votre appel d'offres et votre spécification, elle est fonctionnelle et très claire. Et au bout de 2 mois, il va vous sortir des drawings avec des plans d'implantation, le schéma du bâtiment grossier, il va vous faire des flux, il va vous estimer votre CAPEX. Mais à ce stade, la précision de l'estimation sera de plus ou moins 30%, au mieux. Ensuite, il va falloir choisir un site. Et ça, franchement, ce n'est pas le plus simple. Où est-ce que je vais mettre ce foutu atelier? Est-ce que je construis un greenfield? Je pars de rien, j'achète un terrain ou je loue un terrain? Ou est-ce que je rachète un brownfield? Donc, je rachète un atelier existant que je vais adapter à mes besoins. Il n'y a pas de meilleure solution. Souvent, en termes de timing, le brownfield, c'est mieux. Parce que le bâtiment est déjà construit. Évidemment, il faut l'adapter, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Et surtout, tous les aspects permitting, ils sont souvent déjà faits. Alors, je ne sais pas au Québec comment ça se passe, mais en France, on est le pays, à mon avis, le plus compliqué du monde pour avoir les building permits et les operating permits et tout ça. C'est un cauchemar. Ça peut prendre 1 à 2 ans pour avoir un permis d'exploiter. Parce qu'on appelle maintenant les rubriques ICPE chez nous. Donc, l'avantage d'un brownfield, c'est que il n'y a pas besoin de permis de construire, le bâtiment il est déjà là. Et souvent, si c'est un bâtiment qui faisait déjà la même chose que ce que vous allez faire vous, toutes ces notions de operating permits, c'est déjà acquis. Voilà, donc ça a quand même un avantage de racheter ou de louer un bâtiment existant. Donc, le choix du site, une fois que votre site est choisi, vous allez faire l'avant-projet détaillé de votre usine ou de votre atelier. Ça prend 2 à 3 mois. Et là, grâce à ça, vous allez affiner la définition, le design, et vous allez arriver à une estimation de votre CAPEX à plus ou moins 15%. Vous allez définir votre stratégie de construction, et puis vous allez commencer à recruter des personnes clés, parce que votre atelier, il va falloir qu'il tourne, il va falloir un chef, un directeur d'atelier, un directeur d'usine, vous appelez ça comme vous voulez, un chef de production. Les opérateurs vont commencer à réfléchir au recrutement. Et là, vous allez appuyer sur le bouton pour le EPC, le Engineering Procurement Construction, de l'atelier lui-même. Donc, si c'est un greenfield, là, vous commencez les fondations, le bâtiment, puis vous mettez vos équipements dedans, etc. Ça prend de 6 à 15 mois. Et ensuite, une fois que le bâtiment il est construit, il y a ce qu'on appelle le commissioning. Alors, il y a le dry et wet commissioning. Et là, c'est en fait, vous allez faire tourner vos équipements les uns après les autres, à vide, puis avec du produit, etc., avec des pièces. Et ce commissioning, là, c'est petit à petit, vous allez faire tourner votre ligne entièrement. Mais ça prend 1 à 3 mois. Et là, à la fin du commissioning, vous démarrez c'est le commercial startup. Là, vous commencez à produire des produits vendables, commercialisables. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que votre commissioning est fini que vous allez appuyer sur le bouton et hop, vous allez avoir une efficience de production magnifique, pas du tout. Donc là, il y a ce qu'on appelle le ramp-up, parce qu'en général, une ligne de production, elle démarre avec une efficiency de 20-30%, alors qu'une efficiency normale, c'est plutôt 75 à 80%, et best in class, c'est 85%. Donc, avant d'atteindre ça, ça peut prendre 2 mois. Alors, 2 mois, c'est le plus rapide, c'est ce qu'on appelle le vertical startup, mais ça peut atteindre 12 mois. J'ai connu ça dans l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que les technologies étaient tellement first of a kind que ça existait nulle part
que ben, il y avait une adaptation, il a fallu retoucher à certains détails du design. Et là, the devil is in the detail, really. Donc, une chose qui a fonctionné au labo, qui a fonctionné au pilote, à petite vitesse, dès que vous allez atteindre des cadences de plusieurs centaines de tonnes ou de plusieurs milliers d'unités par jour ou par mois, c'est un autre monde. Et donc, pour arriver à un global efficiency de 80%, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, c'est important quand vous allez faire votre forecast de volume de production, parce que ce forecast, il doit être lissé sur 2 à 12 mois pour tenir compte de cette courbe de ramp-up. Donc, quand vous voyez, quand vous additionnez toutes ces durées, bah, ça peut être c'est 1 an minimum, et ça peut être jusqu'à 3 ans. Donc, c'est long. C'est pour ça que c'est du temps long, l'industrialisation, et c'est pour ça que ça s'anticipe le plus possible. Voilà sur la partie planning, ordre de grandeur. Alors, Petite question, ouais, Laurent, sur justement la définition de ta capacité de production. Je sais que c'est un point qui est toujours assez difficile à anticiper pour les startups. Justement, quand tu fais ton dimensionnement de ligne, quels aspects tu prends en compte? bah, déjà, il faut prendre en compte la manière dont on va tourner cette ligne. C'est-à-dire que pour définir sa capacité nominale, est-ce que vous allez tourner sur one shift? Est-ce que vous allez concevoir votre atelier pour qu'il travaille en two shifts par jour? Ou three shifts? Ou five shifts? Donc five shifts, là, vous travaillez 7 jours par semaine et vous travaillez 24 heures H24. Ou pas. Ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est compliqué à organiser, hein. Mais par contre, c'est très fréquent que des startups commencent avec un shift et puis ensuite elles montent 2 shifts, 3 shifts. Ça, c'est un levier énorme de capacité de production qui vous coûte rien en CapEx. Bon, il faut prévoir un certain nombre de choses, comme par exemple automatiser un certain nombre d'opérations unitaires, parce que chaque shift, c'est des opérateurs en plus et donc c'est du manpower qui peut coûter cher à la longue. Mais par contre, ça, c'est un levier extraordinaire. Donc, vous tournez en premier shift, ensuite, vous avez des commandes qui affluent, vous voulez produire, allez, vous doublez votre production, 2 shifts, vous voulez tripler votre production, 3 shifts. Même si le ratio, il n'est pas exactement le même parce que la productivité sur le deuxième et le troisième shift n'est pas le même que sur la première. Et en particulier, la shift de nuit, le night shift, la productivité, elle est souvent médiocre. Enfin, c'est la plus mauvaise des trois. Pourquoi? Parce que ben, les chefs sont pas là et tout ça, donc il y a un peu de relâchement. Enfin bref, bon, c'est assez humain. Mais voilà, donc ça, il faut déjà le prendre en compte. Ensuite, il faut prendre en compte le fait que quelle efficience vous allez tabler. C'est-à-dire, il faut prendre en compte le fait que quand vous allez démarrer votre ramp-up, votre efficience de production, elle va être à 30%. C'est-à-dire que vous allez, en fait, vous allez être capable de vendre que 30% de votre capacité nominale. Donc, il faut regarder votre forecast de sales et à partir de là, voir si ça fit ou si ça fit pas. Si ça fit pas, ça veut dire qu'il faut faire une usine un peu plus grosse. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est des justes équilibres à trouver. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, ça répond bien à ma question. Non, et puis il y avait aussi quand même le point anticipation des volumes, parce que tu sais, Ouais, il y a la question aussi des shifts qui permettent de multiplier, mais aussi peut-être des fois se laisser de la place en parallèle pour avoir des outils pour augmenter la productivité, doubler les lignes, anticiper aussi quand on fait son ouais, CapEx usine, ouais. avoir peut-être des backups aussi co-manufactureurs pour accélérer certaines parties. Mm, mm. D'ailleurs, quand vous allez faire le design de votre atelier ou de votre usine, il faut toujours privilégier une approche modulaire. C'est ce que vient de mentionner Hugo. J'ai oublié d'en parler. Parce que l'approche modulaire, en fait, c'est comme des petits Lego. Ça suppose que, par exemple, vous allez faire un bâtiment qui va être un tiers ou 2 tiers vide au début. Pourquoi? Parce que vous anticipez une future croissance et vous vous dites, ben moi, quand mes volumes vont monter, je vais rajouter des modules, je vais rajouter des Lego, ça va augmenter mes volumes de prod et j'en rajoute encore et ça va augmenter mes volumes de prod. Un bâtiment tout nu, c'est quoi? C'est du bardage, un peu de béton. C'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, sincèrement, hein. Et il vaut mieux y penser à l'avance parce que si vous avez un bâtiment petit où il va juste rentrer votre première ligne et qu'en plus vous n'avez pas de terrain autour pour être capable d'étendre votre bâtiment dans le futur, vous êtes bloqué. Donc tout ça, c'est des choses à considérer quand vous allez louer le terrain ou louer le bâtiment. Hmm. C'est toutes ces capacités d'extension. Et l'approche modulaire, ça, c'est vraiment un privilégié. Donc il faut modulariser vos opérations unitaires le plus possible. Voilà sur le planning. Comment on est au niveau timing? 18 heures, ça va. On a encore une demi-heure.
Euh, donc moi, la méthodologie que j'utilise quand je travaille avec mes clients, avec mes startups, c'est pour développer cette roadmap industrielle sur 3 à 5 ans, c'est que j'utilise une méthode que j'appelle le planning interactif, mais que vous pouvez faire vous-même, hein. Donc moi, je suis le facilitateur de ça, l'animateur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend des grands papiers format A0. Chaque A0, c'est une année. Et on découpe en mois. Et donc, on va mettre 2025, 26, 27, 28, 29. Et après, on utilise des post-it de différentes couleurs. Et chaque couleur, c'est une fonction. Donc, vous avez la couleur pour R&D, vous avez la couleur pour top line, sales, marketing, vous avez la couleur, comment on appelle ça, manufacturing, vous avez une couleur financials, etc. Et là, on fait un gros brainstorming qui peut durer un jour et demi, 2 jours. Et puis, on va développer notre roadmap ensemble, tous ensemble. Donc, il faut tous les cofondateurs soient là, que les leaders soient là, tous les gens qui peuvent apporter quelque chose à la construction de cette roadmap soit autour de la table. Et l'intérêt des post-it, c'est on peut les faire bouger. Et évidemment, ils bougent beaucoup. Au cours d'une journée, ils peuvent aller bouger énormément. Mais à la fin, on arrive à un planning de niveau 1 ou 2 qui est très consensuel. C'est-à-dire que c'est partagé par l'ensemble de l'équipe. Chacun est responsable et sait ce qu'il aura à faire. Et il va être au courant des défis qu'il va devoir relever. Et puis, sur ce planning, on va y ajouter également tous les recrutements clés, les key hiring, donc au cours des 2, 3, 4 ans qui viennent. On va mettre les besoins en CAPEX, on va le positionner. Les besoins en OPEX qu'on va positionner en cash flow. On va mettre des go-no-go gates, voilà, des grandes décisions importantes. Par exemple, ça peut être une grande décision, ça peut dire, ben voilà, moi je fais une préétude, mais dans 3 mois, il faut que je décide si j'externalise ou pas, ou combien de pourcents de ma production j'externalise. Euh, ou ça peut être un autre go-no-go, ça peut être, ben je fais de l'export, je sors du Canada et je vais vendre ailleurs. US, Europe, Amérique du Sud, whatever. Donc tout ça, vous le positionnez sur votre planning. Et à partir de là, une fois que cet atelier interactif il est fait, bah, vous pouvez reprendre tous vos business plans, votre business plan, et le rechallenger complètement au vu de cette roadmap que vous venez de développer. Donc, c'est assez puissant, cette méthode. Et en 2, 3 jours, on en retire énormément de bénéfices. Voilà. Et de choses très intéressantes et partagées par l'ensemble de l'équipe. Et bien sûr, on en fait également une analyse de risque, qui est mon prochain point. Donc, en faisant cette approche en brainstorming et cet atelier interactif, on va identifier des risques qui vont se présenter au fil des mois. C'est indispensable de formaliser cette analyse de risque. Mais d'ailleurs, même si vous ne faites pas ce planning interactif, ben, prenez le temps avec vos cofondateurs de passer une demi-journée tranquille, vous coupez le téléphone et vous réfléchissez et vous dites quels sont les risques auxquels on va faire face. Alors, ça peut être des risques top line, un client qui lâche, ça peut être des risques de sourcing, parce que vous avez un fournisseur qui est plus capable de fournir, ou parce que vous êtes en sole sourcing, ce qui est très dangereux, c'est-à-dire que vous avez un seul fournisseur capable de vous fournir certaines pièces à éviter, mais parfois on n'a pas le choix. Et c'est assez fréquent dans le secteur de la pharmacie qui est du sole sourcing. Ça peut être un risque sur un retard sur la construction de l'atelier, ça peut être un risque sur on n'a pas de cash, etc. Enfin, il y a des centaines de risques. Il faut les identifier le plus tôt possible et en face faire un mitigation plan. Donc, vous mettez ça sous un tableau très simple. Le risque, à quelle période il est susceptible d'arriver et comment je vais le mitiguer, comment je vais le réduire ou l'atténuer. Il faut commencer à y réfléchir. Après, peut-être que la solution, elle sera différente dans 6 mois, mais au moins, vous avez déjà posé ça sur le papier. Après, un projet, souvent, ceux qui ont fait du management de projet pur et dur, qui ont été directeurs de projet, chefs de grands projets, ils le savent, un projet, il est cost ou il est time-driven. Je travaille avec un client en ce moment, c'est une grosse start-up, puisqu'ils sont déjà 400 personnes, qui produisent de la protéine à partir d'insectes, de mouches en particulier. Eux, leur approche, elle a été time-driven. Ah ben, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont dépensé au bas mot 50 millions d'euros de trop pour construire leur usine, qu'ils ont jeté à la poubelle. Donc, il faut vraiment se méfier et à tout moment réfléchir, est-ce que mon projet, il est vraiment
cost-driven ou est-ce qu'il est time-driven, mon projet? Si vous avez une pression sur la top line, sur vos ventes, que vous savez que derrière, vous avez des volumes à cracher pour vos clients, bah, il va être time-driven, c'est time to market. Et dans ce cas-là, le cost, ça ne sera pas votre paramètre prioritaire. Mais ça suppose que du coup, vous en ayez du cash. Voilà. Par contre, s'il est cost-driven parce que vous avez réussi à lever que 5 millions de dollars et que ben, faut que ça rentre dans l'enveloppe, ah ben, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça prendra plus long. Donc, toujours garder ça à l'esprit aussi. D'autres risques que vous pouvez rencontrer quand vous aurez votre atelier, c'est le turnover du personnel. Un turnover sur des opérateurs, ce n'est pas le même en général que sur des ingénieurs ou des managers. Et surtout parce que vous allez faire appel à de l'intérim, enfin, temporary personnel. Et là, le turnover, il peut être 40%. Enfin, c'est hyper élevé. En tout cas, en France, en Europe de l'Ouest, je ne sais pas comment c'est Québec, hein, mais il y a beaucoup de turnover là-dessus. Ça suppose que chaque fois, il y a une learning curve, chaque fois, il faut les former, etc. Enfin, c'est une perte d'efficacité énorme. Mais ça offre la flexibilité. Si vos volumes baissent, ben voilà, vous n'avez pas du personnel que vous gardez en propre. Après, je ne sais pas, je pense en France, nous, une fois que vous embauchez quelqu'un, c'est très difficile de se séparer d'une personne si elle a un contrat à durée indéterminée. Je ne sais pas au Québec comment c'est peut-être plus à l'américaine où vous pouvez vous séparer de quelqu'un en 2 semaines ou en une semaine. Je ne sais pas comment c'est. Dans ce cas-là, c'est moins un problème de recruter. C'est effectivement plus simple, mais c'est pour autant pas facile de recruter du personnel. Et effectivement, il y a toujours cette question de recruter des gens efficaces et formés. Oui, là, c'est de trouver le personnel qualifié, ouais. Mm. Et de le garder, ouais. Et tu évoques cette question du personnel, là, et tu évoquais la gestion de projets industriels. Quel type de profil tu préconiserais, toi, justement, pour mener à bien ces projets d'engineering? Ben, à un moment ou à un autre, il faudra, et ça rejoint le point suivant qui sont les recrutements clés, mais à un moment donné, il faut un engineering leader en interne, si possible. Ça peut être le CTO, ça peut être le Chief Technical Officer, enfin, on l'appelle comme on veut, mais quelqu'un qui ait une expérience d'exécution de projet. Ou alors, utiliser une engineering, ce qu'on appelle en AMO, en assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va être votre chef de projet et qui va parler en votre nom et qui va vous représenter vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des contractors et tout ça. C'est une autre approche possible, hein. Donc, pendant un an, vous allez payer un chef de projet professionnel, entre guillemets, qui vient d'une engineering et qui va vous le louer, entre guillemets, pendant la durée du projet. Ça vous évite, vous, de recruter quelqu'un. Mais moi, je conseille en général de recruter parce que cette personne que vous allez recruter, que ce soit le engineering leader ou le CTO, c'est quelqu'un dont vous allez avoir besoin tout le temps après. Pourquoi? Parce que votre usine, peut-être il va falloir faire une extension, peut-être que vous allez vouloir en construire une deuxième, une troisième. Il y a toujours des enjeux, ou alors vous allez vouloir faire de la productivité. Il sera là aussi pour faire de la productivité. Donc voilà, ça c'est un poste clé. Et souvent, pas confondre aussi la personne engineering leader et le responsable d'atelier, qui sont pas du tout Ah les mêmes non, compétences non, non, attendues. non, 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 non. Ouais, donc les recrutements T, c'est ça. Il y a le engineering leader ou le chief technical officer. Bon, ça peut être, peu importe, ça peut être quelqu'un qui fait les deux. Il faudra un leader pour votre pilot, le pilot plant, à l'usine pilote, ou pour votre atelier de fabrication, donc un directeur d'usine, et puis ou des responsables de production ou un responsable de production. Et puis ensuite, il faut alors quelqu'un qui joue le rôle de COO. Donc ça, c'est operations en général, au sens global. Et le COO, lui, il aura le big picture de toute votre supply chain. Donc, c'est pas que le manufacturing, c'est pas que l'atelier de production, c'est tout le sourcing des matières premières, c'est toute la logistique des produits finis, euh, c'est tout l'ordonnancement de la production, tout le forecast des volumes, etc., etc. Enfin, il aura la responsabilité de faire réduire le COGS et donc d'augmenter les bidas. Enfin, tout ce qui est bottom line, c'est le CEO qui a ça en charge. Alors après, c'est vrai que ce sont des postes très qualifiés, souvent avec un minimum d'expérience, enfin pas mal d'expérience, donc ce sont des postes chers en termes de salaire. Donc il ne faut pas les prendre trop tôt, mais à un moment, voilà, il faut les prendre au bon moment, en sachant que en France, en tout cas, le hiring process pour ce genre de profil, c'est 6 mois en moyenne.
entre le moment où vous lancez la chasse et le moment où la personne elle est chez vous. Pourquoi c'est 6 mois? C'est parce que bah, il faut déjà identifier différents profils, faire des entretiens d'embauche, etc. Et ensuite, en France, les gens, ils ont un notice de 3 mois. Un notice, préavis, voilà, qui est peut-être plus court au Canada aussi, hein. Peut-être que ça peut être 2 semaines ou un mois, Non, mais qui est similaire. ouais, Ça dépend ça dépend. ça dépend. Donc voilà, donc en fait, il faut compter 3 à 6 mois pour le hiring process. Et après, il faut compter, nous, on comptait sur un poste de leader comme ça, on comptait 2 à 3 mois de onboarding. Euh, Bah, parce que voilà, c'est le learning curve, l'intégration dans l'équipe, etc. Ça prend du temps, c'est à pas négliger non plus, parce que la personne ne sera pas 100% immédiatement opérationnelle et complètement autonome. Euh, Mm. et d'ailleurs, le onboarding process, ça se prépare aussi, ça se formalise. Moi, je me souviens quand je suis rentré chez Mondelez, ça m'avait agréablement surpris, mais je suis arrivé et on m'a donné mon onboarding process sur 5 pages. Et le premier mois, j'avais déjà une trentaine de réunions calées avec les différents interlocuteurs clés avec qui j'allais interagir. J'avais des réunions déjà positionnées avec certains fournisseurs clés. J'avais enfin, des trainings qui étaient positionnés, qui étaient déjà planifiés, etc. Et puis, tout l'aspect matériel, ça paraît con, mais mon ordinateur était prêt, le téléphone était prêt, la voiture était prête, enfin, tout était. Voilà. Et plus ça, c'est bien fait, et mieux le collaborateur va se sentir bien et va être opérationnel rapidement. Et je me permets de donner à tout le monde un conseil que tu m'avais donné à l'époque aussi sur la gestion des projets d'industrialisation, ne pas négliger l'expérience et la compétence des profils qu'on va recruter sur ces postes-là, parce que si on fait une industrialisation en propre, le CAPEX va être tel qu'on ne peut pas se louper. Comme tu disais, le diable se cache dans les détails. Donc vraiment avoir quelqu'un sur lequel on va pouvoir compter, un bon gestionnaire de projet qui va être minutieux et qui ne va pas laisser passer de détails, qui va être capable de négocier parce qu'effectivement, dans les négociations, il y a quand même des sommes énormes qui sont en jeu. Donc parfois, on peut se dire, OK, je vais payer mon salarié 25, 30, voire 50% de moins si, il a peu d'expérience. Mais quelqu'un d'expérimenté va rapidement rattraper son salaire aussi, le delta dans les négociations qu'il va être capable de faire, et peut-être aussi les bourdes qu'il va être capable d'anticiper dans les projets industriels. Parce qu'une usine sur lesquelles on loupe des points, on perd parfois plusieurs mois où l'usine ne peut pas tourner, comme dans le cas de l'usine dont tu parles, Laurent. Et l'impact est bien, bien plus important sur l'entreprise. Ouais. Et un vrai chef de projet expérimenté, il va savoir tout ça. Et par exemple, un point que j'ai oublié de mentionner, mais quand on fait le S-curve, c'est le courbe d'avancement physique d'un projet, quel que soit le projet, ça c'est valable pour n'importe quel projet, hein. Donc le S-curve, ça fait un S comme ça. Et pourquoi ça fait un S? Parce que c'est très lent au départ, le démarrage. Et les 10 derniers pourcents d'avancement physique sont hyper durs à obtenir. Et là, la courbe, elle s'aplatit. Et du coup, ça prend un temps fou. Et c'est les 5, 10 derniers pourcents, les petits détails. C'est pour ça que je te disais que le devil is in the detail. Mais ces petits détails-là qui font que si vous ne les résolvez pas, votre ligne ne va pas pouvoir démarrer. Et c'est un cauchemar. Si on n'est pas préparé, c'est un cauchemar. Et là, il faut quelqu'un vraiment qui lâche pas la pression, qui sache exactement, qui fasse des punch lists de tous ces petits détails qu'il faut résoudre les uns après les autres, qui les planifie, qui les organise. Et là, on fait du scheduling day by day, hein. C'est plus du planning à la semaine ou au mois, hein. C'est au jour, voire à l'heure. Donc, sinon, vous ne finissez pas votre projet. Et si vous ne le finissez pas, vous êtes incapable de faire votre startup. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Je pense que tout Euh, le monde m'a entendu dire ça tellement de fois, là. C'est ouais, comme c'est mon dicton, tu sais, le dernier 10% peut prendre beaucoup plus de temps que le montage du reste du projet. C'est exactement. vraiment Et- le détail, c'est là que ça passe sous sa casse, comme on dit. ouais. Ah ouais, et c'est classique, hein. C'est tout le temps comme ça. Quelle que soit la taille du projet, quel que soit le type de projet. Euh, donc, une autre chose que je voulais dire aussi en parlant de ça, d'ailleurs, c'est ne pas hésiter à investir du temps, un petit peu d'argent dans tout ce que j'ai appelé le front-end loading, le front-end engineering design, le preliminary design de votre atelier ou de votre usine. Parce que chaque dollar que vous allez dépenser là, vous allez le récupérer fois 100 une fois que votre usine elle va tourner. Fois 100. Donc, je vois parfois des startups qui disent, ah, mais
tu nous dis de dépenser 50 000 euros pour faire un preliminary design de notre usine, c'est énorme. Moi, j'en ai un qui me le fait pour 20 000. Je dis, ben vas-y, mets tes 30 000 euros là, tu verras. Moi, si tu les dépenses, tu vas les récupérer fois 100 en OPEX et en CAPEX ensuite. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment, c'est capital, tout ce design préliminaire. C'est hyper important. Et tout ce que vous Et, allez débugger à ce stade-là, c'est ce que vous aurez pu à débugger après. et peut-être, Laurent, parler un peu des parties prenantes dans ce projet. Tu mentionnais AMO, tu mentionnais les cabinets d'engineering, peut-être parler un peu des différents parties prenantes qu'il peut y avoir dans un projet d'industrialisation bien mené. Oui, ben déjà, il faut. Alors, l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ce que je disais, c'est quand vous pouvez pas, vous n'avez pas les moyens de recruter un engineering leader en interne ou un senior project leader en interne. Dans ce cas-là, vous pouvez trouver une ingénierie qui vous le met à disposition et qui va vous le louer, entre guillemets, pendant la durée du projet. Mais sinon, l'idéal, c'est quand même d'avoir son propre engineering leader. Après, vous avez les engineering. Les engineering, c'est elles qui vont vous faire le preliminary design, donc avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, et ensuite qui va vous faire toute la phase de construction. Alors, EPC, c'est Engineering Procurement Construction. Là, ça veut dire que c'est un turnkey. Euh, Ils vous font un clé en main. Donc, ils vous disent, voilà, vous mettez 8 millions de dollars sur la table, et dans 12 mois, votre usine, elle est là et elle tourne. Alors, attention, il y a plein de risques associés à cette approche. D'abord, parce que si vous avez mal défini votre besoin, le engineering, il va venir tous les 3 mois en vous disant, ah, mais ça, c'était pas prévu, c'est un extra price, c'est un supplément de 200 000 dollars. Ça, c'était pas prévu, c'est un supplément de 300 000 dollars. Je le sais parce que moi, j'étais de l'autre côté de la barrière et c'est moi qui préparais les change orders. Donc, et c'était là qu'on gagnait notre argent en tant qu'engineering. Donc, c'est très dangereux, l'approche EPC. Ça peut avoir des avantages, mais ça peut être aussi très dangereux. L'autre approche, c'est EPCM. Engineering, Procurement, Construction Management. Donc là, eux, ils font que la maîtrise d'œuvre, on appelle ça. Donc, ils vont mettre des ingénieurs à disposition, ils vont passer commande des équipements, ils vont faire les études de détail, ils vont manager la construction, superviser la construction, superviser la sécurité, etc. Mais c'est que de la mise à disposition d'ingénieurs et de personnel. Ce n'est pas un clé en main. Et c'est vous qui aurez la décision finale pour chaque commande. Parce qu'un EPC, un turnkey, vous décidez de rien. Une fois que vous avez signé pour 8 millions 12 mois, c'est eux qui décident de tout. C'est eux qui vont choisir tel contractor, tel fournisseur d'équipement, blablabla. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dangereux cette approche. Et puis après, il y a l'autre approche où, alors d'ailleurs, la société dont je parlais avec la production de protéines à base de mouches, ils ont recruté 60 ingénieurs en interne et ils ont fait tout le design eux-mêmes, entièrement. Ah ben, aujourd'hui, ils s'arrachent les cheveux et ils s'en mordent les doigts parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont dépensé énormément d'argent de manière totalement injustifiée parce qu'ils ont réinventé la poudre. Donc, ils ont été, par exemple, faire un process de purification. Ils l'ont inventé eux-mêmes, conçu eux-mêmes, mis en service eux-mêmes. Résultat, 6 mois avant que ça marche, avec une efficience de 60%, alors qu'il y avait 2 fabricants en Europe qui leur faisaient la même chose pour 3 fois moins cher, avec une efficience de 80%. Donc voilà, donc il faut trouver le juste milieu entre. C'est pas votre métier de construire un atelier de production, c'est tout. Donc il faut confier ça à ceux qui savent le faire et pas réinventer la roue à chaque fois. Euh, Les besoins en CAPEX, c'est très variable selon le coût des opérations unitaires, les technologies qui sont mises en œuvre, évidemment. Le ratio typique, mais ça, c'est vraiment grosse maille sur un greenfield, hein, j'entends. Donc, vous partez d'un terrain nu. En général, les équipements process, les opérations unitaires de votre procédé de fabrication, c'est 40% du total du CAPEX. Les utilités. Alors, ce qu'on appelle les utilités, c'est une chaudière pour produire de la vapeur si vous en avez besoin, les compresseurs pour faire de l'air comprimé, euh, une unité de CO2 pour fabriquer du froid si vous êtes en atmosphère contrôlée, ça peut être de l'eau osmosée si vous avez de l'eau ultra pure, enfin, etc. Voilà, tout ça, c'est vos utilités. Ça, c'est en général 30%. Et le bâtiment et les infrastructures, donc toute l'enveloppe, la coquille, plus les routes, les parkings, etc., c'est encore 30%. Voilà, en gros. Sur un greenfield, vous avez 40 équipements, 30% utilité, 30% bâtiment. Alors, ce qui se fait aussi beaucoup en France pour éviter le CAPEX, mais enfin en Europe de l'Ouest, mais c'est que quand vous avez des équipements
des machines qui sont standards, c'est-à-dire qu'elles sont on the shelf. Ce n'est pas un mouton à 5 pattes que vous allez acheter. Les banquiers sont prêts à prendre ça en leasing. Donc, elles vont vous leaser quasiment toutes vos machines. Et du coup, au lieu de débourser 4, 5 ou je ne sais pas combien de millions de CAPEX, vous allez payer chaque mois un leasing. Du coup, ça devient de l'OPEX. Donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour vous en termes de cash flow. Et bon, OK, vous avez un leasing, vous vous engagez sur X années. Parfois, ils sont même prêts à avoir une période de 2 ans où vous ne remboursez pas, le temps de construire l'usine, de la faire tourner, etc. Tout ça, ça se négocie, hein. Mais ça, c'est très fréquent. Alors évidemment, vous allez avoir des frais financiers, mais bon, pas à hauteur de 8-10%, hein, ça dépend des deals. Mais vous n'avez pas de CAPEX à sortir. Mais ça marche que sur des équipements standards. Pourquoi? Parce que si derrière, vous êtes en banqueroute, le banquier, il sait qu'il va pouvoir revendre ces équipements-là sur le marché et en récupérer un peu d'argent. Voilà. Quand vous allez estimer, il nous reste 10 minutes, ça devrait aller. Quand on parle des OPEX maintenant, c'est à pas sous-estimer non plus. Je vous parlais tout à l'heure d'un pilote ou d'un démonstrateur qui vous permet de produire les premières unités pour vos clients, les premières tonnes de produits. C'est à perte. Et donc, c'est de l'OPEX négatif. Et c'est à ne pas sous-estimer du tout. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, c'est quand vous allez démarrer votre atelier de production, la fameuse phase de wet and dry and wet commissioning dont j'ai parlé, et la phase de ramp-up, ah ben, ça coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez faire rentrer des pièces, vous allez faire rentrer de la matière première, et puis en bout de ligne, votre produit, il n'est pas vendable. Parce qu'il sera hors spécification, parce qu'il sera abîmé, parce que, etc., etc., etc. Et donc, au début, c'est la fameuse efficience de ligne dont je vous parlais, qui sera à 20 ou 30%. Bah, au début, vous allez jeter 70% de ce qui sort de votre ligne. Poubelle directe. Ah, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut le provisionner. Sinon, vous ne pourrez pas démarrer votre usine. Voilà. Donc, il y a les pertes en matière première qu'il faut prendre en compte, les pertes en produits finis, les pertes en ligne, line losses, et puis et tout le coût de main-d'œuvre associé, parce que ben, les opérateurs, il faut qu'ils soient là, embauchés, recrutés, il faut qu'ils bossent. Donc tout ça, ça peut vite monter, ça peut faire beaucoup de centaines de milliers de dollars. Et puis dans les OPEX, à ne pas négliger non plus, c'est les spare parts, parce que les pièces de rechange. Euh, Souvent, c'est oublié complètement parce qu'on n'a pas envie de dépenser cet argent-là. Et c'est une grosse erreur parce que si une machine a un problème et que vous n'avez pas la pièce détachée immédiatement en stock pour le changer, vous arrêtez toute votre ligne de production. Et s'il vous faut 2 semaines pour trouver la pièce, eh ben, pendant 2 semaines, vous ne produisez pas. Voilà, donc là, il y a ce qu'on appelle des critical spare parts. Donc, il faut faire cette analyse avec vos fournisseurs d'équipement et les acheter en même temps que vous achetez l'équipement. Eux, ils font des préconisations, hein, parce que c'est leur intérêt de vendre aussi des pièces de rechange, donc ils font une préconisation. Après, il faut négocier parce qu'ils essayent toujours d'en mettre un peu plus, mais en tout cas, il faut que vous en ayez dans votre stock et il faut que la personne de maintenance ait ça auprès d'elle. Ça, c'est des négociations, Laurent, qui se font auprès des fournisseurs. Ça Ouais, peut faire partie des leviers de négociation. Est-ce que tu ouais, peux en parler un petit peu? ouais. Oui, ben, les leviers de négo, c'est ça, c'est combien de spare parts je vais acheter en même temps, et puis il faut surtout négocier les payment terms, euh, parce que pour vous, ça va être clé, c'est la gestion de votre cash flow. Donc, gérer les termes de paiement, c'est absolument critique. Évidemment, en général, ben, en tout cas en Europe, on a un down payment à la commande qui peut être de 30%. C'est pas négligeable. Vous savez, supposons que votre usine, il a un CAPEX de 10 millions. Ah ben, dès que vous allez décider de construire l'usine, dans le premier mois, vous allez débourser 3 millions déjà. Ça fait beaucoup de cash à sortir, donc il faut l'anticiper. Ou négocier des down payments plus petits. Mais c'est difficile, hein. En dessous de 20%, vous n'aurez pas. Et après, il faut échelonner les payment terms bah, le plus tard possible en fonction de certains milestones, de certains jalons. Et les payment conditions, parce que, bon, alors je ne sais pas au Canada, mais en France, on peut se permettre de payer un fournisseur à 60 jours, fin de mois le 10. Donc en gros, vous recevez une facture, vous la payez quasiment 3 mois après. Tout ça, c'est du cash qui reste avec vous, qui ne va pas chez eux. Alors,
Après, il y a des règles, hein, il y a des lois là-dessus. Donc, je ne connais pas les lois canadiennes. Parce qu'il y a des limites à pas dépasser, j'imagine. Oui. Mais il faut en profiter le plus possible de ça. Et ça fait partie aussi de la négociation. Dernier point sur l'agenda, c'était développer une feuille de route industrielle qui soit crédible et réaliste. C'est très important. Donc, il y a la méthode interactive dont j'ai parlé tout à l'heure, là, cet atelier de 2-3 jours en brainstorming. Euh, mais pourquoi une roadmap industrielle est importante? Parce que ça va jouer, la crédibilité, votre crédibilité va être en jeu vis-à-vis de vos futurs investisseurs. Si vous arrivez avec un planning d'une page avec genre 10 lignes dessus, plam, 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 avec 3 milestones, il y aura zéro crédibilité et aucun investisseur ne mettra du CAPEX sur la table. Donc, il faut un planning qui tienne la route, un chemin critique bien analysé, une analyse de risque bien faite, envisager 2-3 scénarios si nécessaire en fonction des go-no-go gates que vous aurez positionnés. Cette feuille de route, ensuite, une fois qu'elle existe, qu'elle a été faite, eh bien, elle est vivante. Donc la roadmap, il faut la mettre à jour régulièrement. Ce n'est pas un truc qui est figé dans le marbre, que vous allez accrocher au mur et que vous allez suivre de manière aveugle. Donc en général, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et moi j'aide mes startups à faire ça, on se refait une review et on adapte. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a du retard sur certaines tâches, il y a des risques nouveaux qui ont été identifiés, il y a des besoins en cash nouveaux qui ont été identifiés, etc. Donc voilà, c'est vivant une roadmap. Il faut faire du cost control. Et faire du cost control, c'est moi quand je travaillais dans des engineering, on avait des cost control engineers, donc c'était un vrai métier, hein, full time. Évidemment, vous n'avez pas besoin de ça, mais il faut que quelqu'un chez vous suive et fasse le contrôle des coûts, c'est indispensable. Et quand on dit contrôle des coûts, c'est pas juste enregistrer ce qui a été dépensé et puis faire la différence avec le forecast et puis en déduire ce qui reste à dépenser. C'est pas comme ça que ça marche, parce que votre forecast, il va changer tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous allez recevoir une offre qui va être un peu plus basse ou plus haute que prévu, ou alors vous avez un imprévu qui vous tombe dessus, il faut le rajouter. Et ça, c'est du feeling. Et puis, c'est aussi, il y a des outils pour ça. Par exemple, l'approche Monte Carlo, la méthodologie Monte Carlo permet, sur une estimation de coût, de faire une étude probabilistique avec une courbe de Gauss et de voir comment vous vous situez par rapport à la courbe de Gauss. Bon, il y a beaucoup d'outils, mais en tout cas, le message, c'est contrôlez vos coûts et surtout faites un cost forecasting précis, le plus précis que vous pouvez. Prévoir des aléas. Alors là, les buffers, les aléas, il faut en prévoir sur les coûts, il faut en prévoir sur le planning, parce qu'un planning qui se réalise à la semaine près, ça n'existe jamais. Et il faut en prévoir aussi sur la conception de votre atelier. Euh, j'ai un exemple en tête de start-up qui, pour économiser 500 000 euros, a pas mis de buffer entre certaines opérations unitaires, donc un espèce de stock tampon, si vous voulez. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Parce que si l'opération unitaire s'arrête, comme il n'y a pas de tampon derrière, tout ce qui est en aval s'arrête et on ne produit pas. Alors que si vous aviez un buffer, même si c'est de 3-4 heures, pendant 3-4 heures, vous pouvez continuer à alimenter l'aval sans arrêter toute votre ligne. Et ça, quand vous faites la conception, c'est hyper important de prévoir des buffers. L'analyse des risques, on en a parlé. Avoir ah oui, quand on fait cet atelier interactif, on fait aussi un action plan très clair. Alors, c'est très simple, c'est qui, c'est quoi, c'est quand et c'est comment. Alors, ça paraît évidemment tout bête, mais cette action list, elle doit être partagée. Donc, elle doit être sur un drive, etc. C'est vivant, c'est mis à jour. Et chacun sait ce qu'il a à faire. On parlait des rôles et responsabilités, c'est important. Surtout pour pas qu'il y ait de dérive dans le timing. Et voilà, il est 18h29 et j'ai fini. Mais vous avez des questions peut-être? Alors, merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je sais pas, Laurent, si tu as un rendez-vous qui démarre tout de suite ou si tu as un Non, petit non, peu non, non, j'ai un peu de temps, il n'y a pas de souci. du buffer, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Alors, Alors, j'espère que ça a été utile, hein, parce que je me rends compte quand même que vous êtes dans des industries très différentes de celles que je pratique d'habitude, la chimie, la pharma, l'agroalimentaire.
mais j'espère qu'il y aura des choses qui pourront vous être utiles malgré tout. Non, mais si j'ai décidé de te faire intervenir, c'est que je vois beaucoup de similitudes au final entre ces industries. Effectivement, on va pas parler de même productivité, mais on est quand même sur des lignes d'assemblage où quand tu vas monter ton premier atelier, tu vas vouloir avoir une certaine capacité de production. Il faut aussi d'ailleurs, on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais cet atelier, pouvoir le garder sur le long terme aussi comme centre d'expérimentation pour la suite. Mm. Et puis anticiper tes capacités de production futures, tu commandes des équipements, tu as besoin d'un bâtiment. Donc effectivement, non, il y a énormément de similitudes et c'est une gestion de projet complexe avec du CAPEX, avec une anticipation des risques. J'aurais peut-être quelques questions plus dirigées vers le côté comme, parce que je sais que beaucoup des entreprises avec qui on travaille en ce moment entrent dans la phase d'investissement pour l'expansion, puis ça demande beaucoup plus de spécifications sur la valorisation, justement, mettons, tu sais, de l'API, des contrats possibles, des choses de même. Je ne sais pas si vous avez un peu plus de détails à donner sur vraiment, c'est quoi les éléments les plus importants. Tu sais, s'il fallait distiller à genre une ou deux choses, puis vraiment, c'est quoi les meilleures approches pour leur donner une valorisation tu sais, on a beau croire que ça vaut un montant, mais il faut vraiment que ce soit un montant qui est justifiable à un investisseur. On n'a jamais la même idée, fait que c'est quoi la meilleure approche pour comme arriver à un point qui est réaliste? Alors moi, je suis pas un spécialiste de la valorisation. Hugo, tu as peut-être quelques idées, mais en fait, moi, je vois de tout hein, dans les startups avec lesquelles je travaille. Parfois, je vois des trucs un peu aberrants, avec des valos qui sont... enfin, alors, c'est moins le cas depuis 1 ou 2 ans, parce que ça s'est un peu calmé quand même. Mais il y a encore 2 ans, on voyait des valorisations à plusieurs millions d'euros. Pour- mais qui n'était pas justifié. Donc, à mon avis, pas justifié. Donc, aujourd'hui, il y a des outils, j'imagine, pour calculer les valorisations, il y a des méthodologies, etc. Mais je ne suis pas un spécialiste de ça. Donc, Hugo, est-ce que tu Et- as quelques éléments de non, réponse? mais la question de la valorisation, elle est toujours très complexe. Il y a souvent pas forcément de rationnel derrière parce que c'est forcément quand on est une startup, il y a de la spéculation sur la valeur future. Donc on vaut un petit peu ce qu'on prétend. Il y en a qui se survendent, il y en a qui se sous-vendent. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux. Oui, des fois, il y a des rationnels basés sur le chiffre d'affaires, sur les multiples d'EBITDA, mais en général, on est quand même sur des sociétés où on fait beaucoup de R&D, où il y a de l'investissement, donc EBITDA négatif. C'est très très dur d'avoir un rationnel, mais je dirais que sur la question de la valorisation, il y a aussi vraiment le côté arriver à rassurer les industriels et sur les investisseurs. Et dans le côté industriel, c'est vraiment un point qui est clé. Laurent en parlait, c'est vraiment important de bien montrer qu'on a anticipé toute la gestion de ce projet futur, qu'on sait dans quelle direction on va. Si on veut aller chercher de l'argent d'investisseurs pour mettre du CAPEX, faut montrer qu'on sait exactement où on va, de combien on a besoin, pourquoi, qu'on sait les risques qu'on peut avoir et que on soit l'investisseur n'ait rien à redire, rien à challenger de spécifique. Enfin, il va forcément essayer de challenger tous ces points clés. Mais s'il trouve des points de faiblesse, des angles morts qu'on n'a pas anticipés, c'est sûr qu'il ne voudra pas donner son argent pour qu'on investisse dans une usine. Il y a tellement de raisons que l'usine ne tourne pas et ne fonctionne pas et que la boîte se crache que, que l'investisseur ne va pas vouloir donner son argent. Donc effectivement, voilà, c'est vraiment Bon, anticipation. ouais, c'est ça, c'est comme on disait, le détail vraiment, là, la capacité de mettre le temps puis l'argent nécessaire en amont pour vraiment bien clarifier c'est quoi, tu sais, la boîte finale, là, elle ressemble à quoi? Puis qu'on ait vraiment couvert le plus d'angles possible. L'argent investi en amont là-dedans, c'est vraiment, ça se C'est repaye. Ouais, c'est primordial, ouais. Je suis Et d'accord. toute la Alors, stratégie de l'entreprise découle de ce projet d'industrialisation en général. On va viser un volume, on va pas être capable de l'atteindre tout de suite, donc il faut anticiper le ramp-up, la capacité de production, tout prend du temps, ça coûte énormément d'argent, donc il faut montrer que on a un plan d'action qui est clair, qu'on a une bonne mesure des risques, qu'on a un business plan associé. Alors, tout le monde dit oui, effectivement, les business plans, on ne les suit jamais à la lettre, c'est vrai, mais pour autant, il faut quand même que les chiffres tiennent sur le papier. On veut vendre tel volume, on veut arriver à tel multiple d'EBITDA, enfin tel EBITDA pour la société. Certes, peut-être qu'il va y avoir plus ou moins 15%, mais il faut quand même avoir une estimation précise.
Ouais, le fait aussi de travailler sur les futurs COGS, c'est important, hein. Décomposer tous les éléments de votre COGS, avoir déjà une idée des ordres de grandeur de ce que va coûter la main-d'œuvre, de ce que va coûter vos matières premières, de ce que va coûter l'énergie, etc. Sans compter tous les aspects environnementaux dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais de plus en plus d'investisseurs, dont le fonds avec qui j'ai eu la réunion aujourd'hui, sont très orientés sur la notion d'impact. Et ils ne vont investir que dans des sociétés à impact. Donc là aussi, derrière, faut être capable de prouver que vous allez optimiser votre utilisation d'énergie, l'utilisation de l'eau, vous allez recycler, vous allez, etc., etc. Enfin, les émissions de CO2, tout ça, c'est super important. Et ça va souvent de pair avec la conception de votre futur atelier. Mm. Ouais, et les enjeux d'ingénierie ne s'arrêtent pas le jour où l'usine démarre, loin de là. Mm. Et même quand la ligne a atteint 80% de productivité, il y a toujours des détails à aller chercher, de l'amélioration des pratiques. Ouais. Et après, c'est le juste dosage entre ce qu'on automatise et ce qu'on n'automatise pas. J'en ai pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est pour ça que le value engineering, c'est important aussi comme approche, de peser le pour et le contre et de voir un peu le return on investment sur une opération unitaire automatisée versus manuelle. Bah, un exemple tout bête, c'est les collaborative robots, euh, les cobots. Chez Mondelez, au départ, il y avait plein de gens qui étaient très sceptiques là-dessus. Et on avait fait une étude avec mes équipes et on a démontré que selon le pays où on l'a planté, c'était pas la même chose en Pologne qu'en France, mais le return on investment, il allait de 4 mois à 12 mois. Donc c'était dans tous les cas super intéressant d'en installer. Et du coup, on en a installé des centaines un peu partout dans le monde, sur les fins de ligne, entre autres. Opération répétitive, pas de danger pour le voisin, etc., parce que c'est très safe. Et en négociant des volumes, on a pu acheter des cobots à 30 000 $ pièce, c'est-à-dire cheap. Ouais. Donc voilà, enfin tout ça, il faut aussi bien le réfléchir pendant la phase de conception, en amont, ce que je disais tout à l'heure, bien réfléchir à tous ces aspects-là. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il faut réfléchir, mais énormément de choses se décident durant cet avant-projet que vous allez faire. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, parfait. Ben, merci à tous pour d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Laurent. Donc, comme tu disais, effectivement, tu vas envoyer un compte-rendu. Je vous transmettrai ce compte-rendu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à contacter Laurent si vous avez besoin de les accompagner sur vos projets d'ingénierie. Super, Et merci à tous. n'hésitez pas à prendre du temps, effectivement, pour faire votre planning interactif et à aussi en parler à des sociétés qui sont passées par là pour qu'elles vous donnent des bons conseils sur ces aspects-là. Merci Bonne beaucoup, fin de journée. Laurent. Ouais, Merci. Laurent, Merci. merci beaucoup. C'était très clair. Merci. merci. Ciao. Ciao. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Salut Laurent.